Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans ce Trésor de l'IMO. Aujourd'hui, il m'a semblé intéressant, en ce début d'année, de devoir parler de choses fondamentales lorsqu'on met un bien à la vente, quel qu'il soit, de parler des diagnostics immobiliers, un sujet, j'ai envie de dire, très chaud, très hot, en ce début d'année, des changements, etc. Donc, j'ai invité Jean-François Bourret, bonjour, merci de me Bonjour. rejoindre dans ce Jean-François. Trésor de l'IMO. Jean-François Bourret est le responsable de la société Safran Expertise, un des responsables bien évidemment, et on travaille régulièrement ensemble sur toute la région de Bourgogne. Il m'a semblé opportun de t'inviter aujourd'hui Jean-François parce que au quotidien, déjà, lorsqu'on veut mettre en vente une maison, se pose la question du diagnostic. Alors il est vrai que pour diffuser un bien, une annonce sur un bien, on est obligé au minimum de disposer du DPE. Alors, le concept traditionnel, et tu le connais comme moi, on nous appelle uniquement pour mettre le DPE en général en ligne pour l'annonce et on oublie de faire le reste des diagnostics. Et nous, professionnels, lorsqu'on arrive derrière, on essaye d'expliquer que c'est pas faire forcément des économies, de demander que le DPE dans un premier temps et puis le reste de l'ensemble des diagnostics qu'il faut pour mettre en vente un bien ensuite, parce qu'on a un devoir de conseil et d'information auprès des futurs acquéreurs. Et lorsqu'on a un acquéreur qui arrive, qui est très chaud, qui a envie de signer une offre d'achat et qu'il faut aller très vite au compromis derrière, eh bien malheureusement, on est coincé pour différentes raisons. Un, l'ensemble des diagnostics ne sont pas faits. Deux, eh bien, lorsqu'on appelle le diagnostiqueur, il est surbooké parce qu'on n'est pas tout seul et il faut attendre. En plus, il y a le Covid. Donc, tout l'un dans l'autre fait que des dossiers qui pourraient se faire bien rondement menés, comme on dit dans le métier, eh bien, ça fait perdre du temps. On n'a pas toutes les informations au niveau des acquéreurs, c'est aussi très gênant. En tout cas, en ce qui me concerne en qualité de coach, j'ai pour habitude, Jean-François, de dire à mes clients qui s'occupent de leur vente et que je conseille, que j'accompagne, de faire l'ensemble des diagnostics avant pour pouvoir montrer, comme on dit, patte blanche à leurs futurs acquéreurs, de pouvoir expliquer. Et surtout, je pense qu'avant tout, c'est de pouvoir montrer aux vendeurs quel est son bien, parce que bien souvent, les vendeurs ne savent pas. Alors peut-être que Jean-François, tu pourrais rappeler la base, quelqu'un qui veut vendre une maison, quels sont les diagnostics fondamentaux indispensables à joindre pour vendre sa maison? Alors effectivement, Françoise, lorsqu'on réalise les diagnostics en une fois, on gagne du temps parce qu'on n'est jamais sûr effectivement du moment où on va concrétiser la vente, du moment où la maison va plaire et où elle va se vendre. Du coup, c'est vrai que si on n'a que le DPE, effectivement, on a pu passer l'annonce, il n'y a pas de problème. Par contre, effectivement, les gens veulent aller vite et quand ça se concrétise, il faut prendre le délai quand même s'il est relativement court, mais il faut quand même prendre le délai de la réalisation des diagnostics. Ensuite, c'est vrai que là où je te rejoins, effectivement, le but, c'est quand même d'avoir un discours clair sur le bâtiment. C'est toujours Merci. gênant d'avoir à réexpliquer derrière qu'il y a des petites choses. Autant parler tout de suite des choses qui fâchent, entre guillemets, éventuellement qu'il y a de l'amiante, il y a du plomb dans les peintures, qu'il y a quelques défauts sur l'électricité, etc. Au moins, les sujets sont abordés, la visite est faite et les informations sont données. Donc finalement, il n'y a pas une redécouverte à nouveau de nouvelles informations qui peuvent par Et, la suite effectivement amener la vente à se passer différemment. et peut-être qu'on peut rajouter, Jean-François aussi, c'est qu'on enlève ces peurs que pourrait avoir ce Bien futur sûr, acquéreur. Parce que bien plus sûr. on est On aborde les problèmes tout de conscient, suite. plus on a carte sur table, plus on est capable d'expliquer. Et moi, en l'occurrence, comme je suis coach et que j'accompagne les particuliers, je leur explique comment il faut faire et ce qu'il faut dire à leurs futurs acquéreurs, plus ils sont capables et compétents en la matière pour répondre à la question, parce que l'amiante, ça ne doit pas faire peur. C'est toujours un diagnostic de contrôle, mais c'est un grand mot qui peut affoler pour ceux qui ont la méconnaissance, mais à partir du moment où on sait l'expliquer et dire que c'est un contrôle de routine et qui n'est pas fondamentalement dans l'urgence ou, j'ai envie de dire, dans la démolition du bien, eh bien, ça permet de rassurer et certainement de consolider une vente qu'on pourrait louper parce qu'on n'a pas su l'expliquer. Ça, c'est vrai. Oui, il faut surtout pas donner l'impression qu'on n'a pas donné toutes les informations et qu'on se dépêche de les donner au dernier moment. Voilà, c'est absolument pas une bonne idée.
Pour la liste des diagnostics à faire, alors elle n'a pas changé, je vais faire rapide, effectivement. La recherche d'amiante, de plomb dans les peintures. Alors l'amiante pour les biens d'avant 97, de plomb dans les peintures pour les bâtiments plus anciens d'avant 49. Le diagnostic de performance énergétique, nous y reviendrons tout à l'heure parce que c'est surtout la grosse actualité de ce début d'année, c'est là où c'est le diagnostic où il y a le plus de changements. Nous n'avons pas abordé effectivement le cas des diagnostics des installations gaz et électricité lorsqu'elles ont plus de 15 ans, effectivement, c'est à joindre également. Alors effectivement, dans tous ces cas-là, il y a toujours quelques dispenses, quelques cas particuliers, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis également à joindre, dans certains cas, pour les lots de copropriété, le mesurage CARES et à chaque fois un document qui s'appelle le RP comme état et risque des pollutions qui permet de situer bien vis-à-vis de nombreux risques tels que le radon, les zones sismiques, les pollutions des sols, etc. Voilà, donc tout ça c'est à faire. Peut-être que, juste en 2 mots, l'amiante, pour en fait éviter la peur. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'amiante? Il n'y a rien de grave en général. Alors, l'amiante, c'est quand même un sujet sérieux, mais il est vrai que le but du jeu, c'est de bien comprendre qu'en tant que particulier, on n'a pas du tout les mêmes obligations que les professionnels. Que le diagnostic, c'est pas en règle générale une liste de travaux à faire, c'est-à-dire qu'on ne demande pas de désamianter, on ne demande pas, voilà. C'est principalement, dans 99% des cas, de l'information que l'on donne à la personne qui achète parce qu'elle a besoin d'être informée, on ne peut pas lui vendre n'importe quoi. Et puis, c'est aussi une façon à la personne qui vend de se prémunir des vices cachés, à savoir que toute l'information possible a été donnée à la personne qui rachète, on n'a rien caché. Voilà. Oui, ça c'est très important, hein, C'est l'objet des grandes lignes du diagnostic. Et puis Pour l'amiante, effectivement, on n'a pas d'obligation de désamianter lorsqu'on achète une maison en tant que particulier. On a une toiture en amiante, il y a un garage avec une couverture en fibrociment amianté, ce genre de choses. On le sait et on agit en conséquence. Il serait bien sûr complètement déraisonnable de démonter soi-même la toiture du garage, de recouper ça pour faire l'abri à bois sans précaution, etc. Voilà. Les rapports comportent aussi une liste de recommandations. Le jour où on veut s'en séparer de ce qu'il faut faire, soit on fait appel à un professionnel, soit on le fait en tant que particulier, mais dans ces cas-là, effectivement, prendre rendez-vous avec sa déchetterie, respecter quelques consignes pour ne pas s'intoxiquer non plus, c'est quand même le but du jeu, c'est la protection des gens. Hein. Tu as raison, Jean-François, et je crois qu'avant tout, on parle d'un amiante ici dans l'immobilier en général qui est donc coulé dans du béton, donc ce n'est pas volatile. Hein, je crois aussi, là, c'est important de rappeler, l'amiante est dangereuse à partir du moment où elle est volatile, elle s'effrite, etc. Là, en l'occurrence, on rencontre très rarement le cas dans l'immobilier pur. Alors, on peut le rencontrer, mais effectivement, dans le cadre de l'amiante réalisée pour les transactions, c'est quand même plus rare. C'est quand même plus rare. Oui, voilà. Et ça, c'est important de rassurer les gens, et tu as raison de bien souligner qu'il n'y a pas de travaux à faire. Alors, maintenant, si on parle du plomb, pareil, le plomb, il est dangereux. Dans quel cadre et comment ça se passe dans Alors, l'objectif de la recherche du plomb dans les peintures, principalement, parce qu'il y a 2-3 petits détails en plus, mais c'est de protéger les enfants du saturnisme, donc des peintures anciennes qui contiennent du plomb, qui sont en mauvais état, qui s'écaillent, qui leur sont directement accessibles. Donc voilà, le but du jeu, c'est la protection des enfants. La même façon que pour l'amiante, c'est de l'information qui est donnée à la personne qui rachète. Dans le cadre de la location, le rapport se déroule de la même façon, mais il y a des obligations derrière. Effectivement, on ne peut pas louer un appartement qui présente un risque d'intoxication au plomb pour les enfants. Il faut y remédier. Alors, y remédier, ça ne veut pas dire enlever le plomb, ça peut vouloir aussi dire le rendre inaccessible par du recouvrement, par la suppression de certains éléments, etc. Voilà. Mais voilà, les grandes lignes, c'est la protection des enfants contre le saturnisme. En résumé, par rapport au plomb, si on entretient régulièrement son bien, son appartement, sa maison, son local, qu'il est régulièrement rafraîchi, aujourd'hui, on ne devrait plus trouver de plomb. Alors, on s'exonère quand même grandement, effectivement, du risque d'intoxication au plomb. Voilà. Je crois que c'est surtout ça à signaler. Et puis là, on le rencontre bien souvent, eh bien, c'est dans des vieilles demeures, hein, des vieilles bâtisses, voilà, des choses comme ça. On parle vraiment dans l'immobilier, transaction ou location, bien évidemment. En faisant vraiment de la vulgarisation, c'est vraiment effectivement
je vais faire hurler les autres diagnostiqueurs, mais par le manque de précision de mon intervention, mais disons qu'on fait de la vulgarisation. Effectivement, quand on rentre dans un bâtiment relativement ancien, qui a des moulures partout, des portes à panneaux, des grandes plaintes, etc., généralement, effectivement, c'est dans ces endroits-là que se trouvent les anciennes peintures au plomb. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais encore une fois, sécurisons, informons, parce que là aussi, ça fait Voilà, partie de notre devoir ce matin. Maintenant, par rapport à l'électricité. Alors, l'électricité, en fait, le contrôle, c'est, on pourrait dire que c'est une partie de la grille du Consuel, mais simplifiée. Ça consiste vraiment à ne garder que les points qui sont liés à la sécurité. Excuse-moi, on peut peut-être rappeler qui est le Consuel pour les gens qui ne savent pas. Alors, c'est la vérification des installations neuves, on va dire. Hein, voilà. La personne qui vient contrôler lorsqu'on a fait... Contrôler que tout est aux normes. Alors nous, on ne vérifie pas que c'est aux normes, Françoise. Hein. On vérifie, on applique une norme, effectivement, qui est une norme de contrôle, mais qui ne vous dit pas que c'est aux normes du jour. L'installation est aux normes du jour où elle a été construite. Hein. On n'est pas là pour vérifier que c'est aux normes du jour. On est là pour vérifier des points de sécurité, à savoir tout ce qui va être mis à la terre, tout ce qui va être présence d'appareils de coupure, tout ce qui va être également présence de différentiels, leur fonctionnement, l'état du tableau électrique, les zones dans la salle de bain, la présence éventuellement d'éléments sous tension, la présence d'éléments vétustes, etc., etc. Voilà, sans rentrer dans le détail, ce sont des points de sécurité de l'installation. Encore une fois, c'est du bon sens. Hein. Le but, c'est on ne refait pas l'installation électrique, on vérifie. S'il y a des points chauds qu'il faut faire attention, eh bien, l'idéal, c'est de laisser l'installation comme elle est, mais d'ajouter ce qu'on appelle un fameux différentiel. On ne se substitue pas à l'homme de l'arc et l'électricien, mais effectivement, dans de nombreux cas, les mises en sécurité peuvent être faites sans avoir à reprendre toute l'installation par l'adjonction de différentiels. Enfin, voilà. Alors là, par contre, tu vois, c'est un point important que j'explique toujours à mes clients. Effectivement, on n'est pas obligé de refaire toute l'installation électrique, mais de la mise en sécurité est fondamentale et ça sécurise l'acquéreur de dire, bah, OK, ma maison, elle date peut-être des années 80, mais à la date d'aujourd'hui, en 2022, eh bien, elle est sécurisée. J'ai l'appareillage nécessaire pour, bah, si moi, j'amène tous mes appareillages, et Dieu sait qu'aujourd'hui, avec Internet, etc., les téléphones, tout le monde est branché et qu'il y a de la consommation électrique, eh bien, on est sécurisé. Donc ça, c'était une petite chose importante à savoir. Au niveau du gaz, c'est le même concept, c'est-à-dire on n'est pas là pour... Au niveau du gaz, c'est le même concept, c'est-à-dire qu'effectivement, on vérifie la sécurité des gens vis-à-vis du risque d'intoxication, du risque de fuite, le bon fonctionnement des appareils. Voilà, c'est du contrôle lié à la sécurité. Où il n'y a pas le petit bouchon qui revient en permanence. Oui, il y a des petites choses qui reviennent en permanence, effectivement. Et par contre, dans le gaz, effectivement, on est dans les pourcentages de diagnostic pour lesquels il peut y avoir des obligations. On en parlait tout à l'heure, il y en a peu, mais ça en fait partie. Dans certains cas, pour le gaz, il y a des anomalies qui sont dites DGI, comme danger grave immédiat, pour lesquelles, effectivement, il y a une obligation d'intervention pour la mise en sécurité de l'installation, avec, en cas de non-réalisation, effectivement, une coupure possible de la fourniture de gaz lorsque ce n'est pas fait. Voilà. Donc effectivement, il y a une obligation de mettre en sécurité une installation gaz qui possède un danger grave immédiat. Alors, on ne va pas développer sur l'ERP, hein, l'état des risques, parce que là, j'ai envie de dire, ça dépend des régions où on se trouve, ça dépend de plein de facteurs. C'est encore une fois à titre d'information, peut-être beaucoup trop à l'heure actuelle parce que les gens sont noyés, mais enfin bon, comme on doit informer, informons. Sachez que vous l'aurez en temps et en heure, c'est lié à tout ce qui est entreprise Céveso, les sols, etc. dans les régions. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail, ça n'a pas d'intérêt fondamental, c'est juste à titre d'information. Et puis, on a gardé le meilleur pour la fin, à savoir ce fameux DPE. C'était l'actualité liée au DPE, effectivement, qui a beaucoup fait... On rappelle ce que c'est que le DPE, parce qu'on parle... La performance énergétique, effectivement. Donc, on a eu une modification du DPE l'été dernier, donc qui a amené un nouveau DPE, une méthode de calcul revisitée, des nouvelles façons de faire. Il se trouve qu'effectivement, les débuts ont été un petit peu chaotiques et l'État a été un petit peu obligé de revoir la copie. Les grandes lignes, qu'est-ce que c'est? C'est l'arrêté du 8 octobre 2021, donc qui entre en vigueur le 15. Il introduit des modifications dans la méthode d'établissement de ce diagnostic de performance énergétique. Les évolutions méthodologiques, elles ont amené les pouvoirs publics à demander aux diagnostiqueurs d'engager une demande de réédition
des DPE réalisés donc depuis la nouvelle méthode qui est entrée en vigueur le 1er juillet 2021. Donc ça veut dire que depuis juillet dernier, tu as dû reprendre tous les DPE jusqu'au 31 janvier 2020, le 31 décembre Alors jusqu'au 2021. 31 octobre exactement, voilà, Ah, pour être 31 précis. octobre. Donc tu as Donc tout ce repris, qui veut modifié les et DPE réadapté. réalisés effectivement entre le 1er juillet 2021 et le 31 octobre 2021 inclus, vu que la méthode a été modifiée à cette date, ils ont demandé effectivement à ce qu'il soit repris, réédité. Alors, est-ce Dans qu'on la, peut juste peut-être citer le gros changement qu'il y a eu? alors c'est du changement, c'est principalement dans les méthodes de calcul et dans quelques D'accord. arbres de décision, ça reste relativement technique. Ce qu'il faut retenir effectivement, c'est que les biens concernés, donc c'est effectivement les DPE réalisés dans les dates que l'on a données. Ça concerne les bâtiments d'avant 1975 et ce sont les bâtiments qui affichent des classes énergétiques D, E, F ou G. Voilà. Donc à savoir qu'il y a deux cas de figure. Quand les bâtiments sont classés F ou G, on a l'obligation de les reprendre systématiquement, hein, de les repasser dans le logiciel et de les rééditer auprès de l'ADEME. Et lorsque les bâtiments étaient classés D ou E, c'est à la demande du propriétaire. Alors, bien généralement, ce que tout le monde a fait, c'est qu'on a renvoyé un mail à tous les propriétaires qui étaient dans le cas du classement D ou E pour leur proposer une réédition de leur DPE. Alors, la petite remarque, c'est ça n'enlève en rien juridiquement la valeur légale des DPE réalisés précédemment. Donc, en fait, ils font doublon. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il n'y a quand même pas des changements extraordinaires dans les nouveaux classements, hein. On ne passe pas de G à A. Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que ça va être la première Il question. y a des améliorations dans quelques cas, effectivement, mais voilà, c'est la grande majorité, il ne se passe quand même pas grand-chose. La Est-ce que visite du... l'ensemble, parce qu'on entendait parler que ce nouveau diagnostic allait être opposable aux tiers, etc., où c'en est où par Oui, rapport? alors ça, c'était déjà le cas avant ce nouveau DPE, ça n'a pas changé. Ce qu'il faut bien noter aussi, l'information importante, c'est que tout ça, c'est sans frais pour le propriétaire, hein. Le propriétaire, il a fait réaliser son DPE. La méthode a changé, il n'est pas responsable. Du fait, on réédite son DPE. Alors, comme je dis, dans 99%, il n'y a pas besoin de se redéplacer, hein. Il n'y a quasiment pas de revisite de biens nécessaire. C'est principalement des nouvelles formules, Mise on à va dire. jour. Hein, D'accord. voilà. Et donc, effectivement, il se voit retransmettre par mail son nouveau